Le Sahel a changé de souffle. À Ouagadougou, la poussière transporte désormais un avertissement clair et têtu. Entre embuscades non revendiquées, ondes saturées de rumeurs, réseaux étrangers soupçonnés et contrats réécrits pour rapatrier la valeur. Un pays teste la frontière instable entre survie et ouverture. Jusqu'où cette vigilance protège-t-elle sans étouffer? Et que signifie-t-elle pour l'avenir d'Ibrahim Traoré et du Burkina Faso, encore marqué par Sankara et les coups d'État? À l'horizon rouge, la question se dresse, brève et tranchante, comme un poste de contrôle planté au milieu du vent. Ce récit promet de démêler la logique d'une doctrine née dans la tempête. En quelques instants, chacun pourra lire les signaux avant la panique. L'engagement est simple. Expliquer pourquoi l'État parle désormais le langage de la survie, comment les embuscades, les explosions trop opportunes et la désinformation fabriquent une pression continue, et où se place la ligne ténue entre protection légitime et contrôle excessif. Le pari est élevé. Si la discipline imposée tient, des écoles rouvrent, des routes se sécurisent, des contrats de ressources cessent d'hémorragier la valeur. Si elle se raidit, la confiance se consume et la presse s'auto-censure. Le propos restera strictement arrimé aux éléments disponibles, sans chiffres inventés, en mettant en regard les gestes de souveraineté et les effets ressentis par les citoyens des marchés de Bobo Dioulasso au bureau feutré de la présidence. À la fin, chacun pourra juger si la vigilance reste une vertu ou bascule vers l'emprise, et si la trajectoire esquissée autour d'Ibrahim Traoré ouvre réellement une marge de manœuvre régionale. En 2022, Ibrahim Traoré prend la tête d'un État harcelé, puis impose un protocole défensif gradué. Au-delà de 10 millions de dollars, chaque transaction passe désormais par un conseil de surveillance souverain. Ces gestes condensent une intuition. La menace n'est pas seulement militaire, elle est hybride, faite d'embuscades sans signature, d'ondes saturées de rumeurs et de comptes anonymes qui sapent la confiance publique. Dans les couloirs de Ouagadougou, la formule circule. Ce n'est plus une guerre de position, c'est une lutte pour la perception. Les décisions s'enchaînent. Alors, réévaluer les ambassades, renégocier des contrats pour rapatrier la valeur, transformer la garde présidentielle cérémonielle en unité d'intervention rapide, épaissir les pare-feux autour des serveurs et exiger une transparence accrue des médias. À l'extérieur, les commentaires se durcissent. À l'intérieur, la population mesure les effets tangibles et leurs coûts. Checkpoint, compte-contrôle, radio du soir dédiée à déminer rumeurs et intox. Les partisans y voient une souveraineté stratégique. Les critiques, un durcissement qui rétrécit l'espace civique. Le cœur du raisonnement reste toutefois constant. Si l'infiltration commence par le confort, il faut lui refuser ce luxe. Si la désinformation prospère dans le flou, il faut rendre la chaîne de transmission visible. Sur cette trame, le Sahel apparaît comme un échiquier, où Mali et Niger discutent de patrouille et surveillance partagée, pendant que chancellerie occidentale hésite entre confrontation et cooptation. Rien ici n'augure d'une voie facile. Dans les villages, certains disent retrouver la sécurité des routes et la réouverture d'écoles. Dans les rédactions, d'autres calibrent leurs titres avec prudence. La question demeure sobre. La discipline exigée par la protection peut-elle garder une âme libérale ou finit-elle inévitablement par se fermer sur elle-même? Le fil narratif posera des jalons, sans effet de manche, pour comprendre comment un État, devenu forteresse par ses propres architectes, tente d'empêcher que le bouclier ne devienne une cage. Au cœur du dispositif, un homme s'impose comme fil conducteur. Ibrahim Traoré, silhouette calme au milieu d'une architecture de tension. Autour de lui, la doctrine se transforme en discipline nationale. Chaque ministère, chaque école, chaque carrefour devient cellule d'une vigilance collective. Ce glissement du politique vers le quotidien n'est pas qu'un réflexe sécuritaire, c'est une pédagogie du risque.
Les milices rurales patrouillent. Les étudiants participent à des ateliers de défense civique. Les radios communautaires apprennent à détecter la désinformation. Pour les partisans, c'est la matérialisation d'un vieux rêve. Un État qui protège sans attendre l'étranger. Pour d'autres, c'est le début d'un engrenage où la liberté devient fonction de la loyauté. À travers cette tension, la figure de Traoré agit comme un prisme. Chaque geste présidentiel révèle la contradiction intime du projet. Préserver la souveraineté tout en évitant l'isolement. Dans les campagnes, on raconte que les routes redeviennent praticables, que les convois ne disparaissent plus. À la capitale, on murmure que les débats publics se sont refroidis. Deux réalités s'observent sans s'annuler. La sécurité regagne du terrain, le souffle critique recule d'un pas. Ce contraste donne au récit sa profondeur. Derrière les blindés et les slogans, une société s'exerce à vivre dans le champ magnétique de sa propre défense. Pour comprendre le tournant, il faut mesurer non seulement ce que le Burkina Faso ferme, mais aussi ce qu'il ouvre. Un espace inédit d'expérimentation politique dans le Sahel. L'équilibre est si fragile, mais dans cette fragilité même réside la nouveauté. L'enchaînement des événements suit une logique précise que seule la lenteur du récit permet de mesurer. D'abord, les embuscades dans le nord, puis les explosions à proximité du quartier gouvernemental, trop synchrones pour n'être que hasard. Dans les salles du renseignement, on parle d'un schéma de déstabilisation hybride, une tactique éprouvée ailleurs, perfectionnée d'ici. Allumer de petits foyers, amplifier les rumeurs, offrir ensuite une aide internationale lorsque le chaos devient visible. Ibrahim Traoré saisit vite la mécanique. Il déclare que son pays ne fait pas face à des rebelles, mais à une industrie de l'ingérence. Cette phrase scelle un tournant. Le Burkina Faso passe de la réaction à la doctrine. Dans la capitale, la métamorphose est tangible. Les véhicules blindés s'installent au carrefour. L'espace aérien se ferme. Les audits de fidélité se multiplient. Le président explique calmement à son cabinet. Nous ne construisons pas des murs, nous bâtissons des boucliers. Chaque ministère, chaque institution, chaque rue devient partie du réseau défensif. Les médias étrangers dénoncent la censure. Les partisans parlent de discipline collective. En vérité, les deux lectures se rejoignent sur un point. La ligne entre protection et paranoïa se rétrécit à mesure que la peur devient une monnaie d'échange. À l'extérieur, les signaux se durcissent. Les investisseurs suspendent leurs projets. Les chancelleries redéfinissent leur vocabulaire. Risque régional, dérive autoritaire, crise de confiance. Pourtant, sur le terrain, les habitants observent autre chose. À Kaya, les convois de vivres circulent à nouveau. À Dori, les écoles rouvrent sous escorte. À Bobo-Dioulasso, les radios diffusent chaque soir les briefings de souveraineté où des responsables publics décryptent les rumeurs. Pour beaucoup, cette proximité nouvelle entre pouvoir et population représente une révolution silencieuse. Mais le prix à payer s'annonce lourd. Les voix critiques hésitent. Les ONG locales perdent leur financement. La frontière entre vigilance et contrôle s'efface. Dans les villages, on dit que la peur protège mieux que les murs. Ce proverbe, répété sur les marchés, condense le dilemme d'un pays qui tente de se défendre sans s'enfermer. À mesure que la doctrine se consolide, une nouvelle culture politique émerge. Celle d'une souveraineté active, méfiante, exigeante. Le Burkina Faso n'attend plus d'être défendu. Il s'auto-forme à ne plus dépendre. Sous les vents du Sahel, Ibrahim Traoré devient symbole et avertissement. Ses partisans le voient comme l'héritier pragmatique de Sankara, ses adversaires comme un commandant en uniforme civil. Pourtant, ce qu'il distingue n'est ni la rhétorique ni la posture, mais la méthode. Transformer la crise en école et la vigilance en devoir. Dans cette démarche, la révolution cesse d'être un cri pour devenir un protocole. Et c'est peut-être là que réside sa véritable radicalité, celle d'un pays qui, en se fortifiant, s'interroge encore sur le prix de sa propre liberté. Les chiffres permettent de mesurer cette transformation, car elle n'est pas qu'un récit, c'est une architecture de données. En 2022, le pays enregistrait en moyenne 30 attaques par mois dans le nord et l'est.
Un an plus tard, ce chiffre descend à 18. Le delta paraît modeste, mais dans un territoire de 260 millimètres, cela équivaut à des centaines de villages qui redécouvrent la nuit sans tir. Le gouvernement interprète cette baisse comme le résultat d'une stratégie intégrée où armée, milices rurales et communication publique avancent de concert. Les observateurs extérieurs, eux, soulignent que la méthode s'appuie davantage sur la densité de contrôle que sur la réconciliation. Un autre indicateur concerne la circulation économique. Après le lancement du Conseil de surveillance souverain, les transferts financiers supérieurs à 10 millions de dollars ont été révisés, retardant nombre de projets. Les contrats miniers, notamment dans l'or et le lithium, passent désormais par un examen de sécurité nationale. Conséquence, une baisse de 15% des investissements directs étrangers entre 2023 et 2024, mais aussi une hausse de 8% des revenus domestiques captés par l'État. Ibrahim Traoré insiste sur ce renversement. Chaque dollar gardé ici, c'est un bouclier de plus. Pour lui, la souveraineté économique précède toute défense physique. Les économistes locaux parlent d'une lente réallocation, douloureuse à court terme, mais potentiellement féconde si la production locale s'adapte. La perception populaire offre une troisième mesure. Les sondages réalisés par les radios publiques évoquent 64% de citoyens affirmant se sentir plus en sécurité qu'il y a un an, malgré la hausse du coût de la vie et des denrées. Cette statistique devient un miroir de l'équation morale du régime. La stabilité vaut-elle le prix de la parole contrainte? Dans les universités, les débats s'animent, souvent hors micro. Certains rappellent que l'histoire africaine a toujours balancé entre espoir d'ordre et crainte d'autorité. D'autres soulignent qu'une démocratie qui survit à l'ingérence doit d'abord survivre à la peur. Sur la scène diplomatique, la transformation provoque un effet domino. Les alliances se réorganisent. Mali, Niger, Tchad parlent désormais de mutualiser leur défense et de créer des corridors de sécurité régionaux. Les puissances occidentales réévaluent leur mission au Sahel, tandis que la Russie et la Chine y voient l'occasion de conclure des accords de transfert technologique et d'infrastructures sécurisées. Le Burkina Faso, jadis pion modeste de l'échiquier sahélien, devient laboratoire de souveraineté. Dans ce faisceau de données et de récits, le fil narratif reste le même. Ce pays, par la main d'Ibrahim Traoré, tente de transformer la survie en structure. Les chiffres dessinent une amélioration réelle, mais leur interprétation demeure double. Derrière chaque courbe descendante, il y a un silence plus dense. Derrière chaque hausse de revenus, un champ de parole plus étroit. La révolution, devenue mesure après mesure, garde encore sa question initiale. Comment défendre un rêve sans l'étouffer? Deux visions s'affrontent autour de cette transformation. Les partisans d'Ibrahim Traoré affirment qu'aucune démocratie ne peut survivre sans un minimum de cohésion défensive. Selon eux, la souveraineté n'est pas une posture idéologique, mais une infrastructure à entretenir, comme une digue qu'on renforce avant la crue. Ils citent les routes rouvertes, les écoles réhabilitées, la baisse des attaques et l'éveil civique né des ateliers de vigilance. Pour ces voix, l'État burkinabé ne se ferme pas. Il se protège d'un monde où la dépendance se déguise en aide. En face, les critiques dénoncent un glissement autoritaire. Ils soulignent la contraction de l'espace médiatique, la mise sous surveillance des ONG, la prudence nouvelle des intellectuels. Pour eux, la discipline ressemble de plus en plus à une citadelle administrative où la loyauté prévaut sur la pluralité. Ils rappellent les précédents africains. Chaque révolution, au nom de la stabilité, a fini par s'user sous le poids de sa propre peur. L'histoire de Sankara sert ici d'avertissement. On ne forge pas une liberté durable dans le métal de la discipline seule.
Entre ces deux pôles, la réalité du terrain nuance le débat. Les données confirment une baisse des violences, mais aussi une hausse de la méfiance. Dans les marchés de Ouagadougou, la prospérité retrouvée se paie d'un silence prudent. Les jeunes soldats, formés à la doctrine, parlent désormais de leur mission comme d'un devoir moral, non d'un emploi. Ce glissement de vocabulaire est révélateur. La sécurité devient une foi civique. Les analystes indépendants tentent alors une lecture plus froide. Le Burkina Faso expérimente une hybridation politique où la survie conditionne la parole. Si la vigilance reste proportionnée, elle consolidera un modèle endogène de résilience. Si elle déborde, elle se muera en inertie. Dans les deux cas, la figure d'Ibrahim Traoré demeure centrale, non pour ce qu'il impose, mais pour ce qu'il incarne. La possibilité, rare en Afrique contemporaine, qu'un État ose définir seul le périmètre de son destin. Une phrase change tout. En septembre 2024, lors d'un briefing fermé, Ibrahim Traoré prononce calmement « Nous ne défendons pas un État, mais une idée. D'ici. » Ce moment, bref et sobre, marque le basculement narratif. La discipline cesse d'être un dispositif militaire pour devenir une grammaire politique. À partir de là, chaque citoyen tient un poste de veille. Les ministères élaborent des modules d'éducation civique, les radios locales diffusent des segments dédiés à la vérification des faits, les universités lancent des séminaires sur la souveraineté informationnelle. Mais derrière cette ferveur pédagogique, un doute s'installe. Jusqu'où cette mobilisation permanente peut-elle durer ou transformer la vigilance en habitude ? Dans les cafés, on répète « La peur nous a soudés, mais qui nous détendra ?» Les mots se résonnent jusque dans les cercles du pouvoir, rappelant que toute révolution atteint un point de fatigue. Traoré, lui, persiste. Il faut tenir, car l'alternative serait le retour du désordre. Le milieu du récit expose donc la fracture. Un peuple rassuré, mais sous tension, et un leader conscient que la discipline, si elle dure trop, finit par façonner l'âme qu'elle prétend protéger. Les effets réels de cette transformation se lisent dans 4 sphères étroitement imbriquées. D'abord, dans les institutions, la centralisation du commandement s'accompagne d'une refonte des procédures. Chaque décret doit désormais passer par un audit de cohérence souveraine, garantissant que les décisions ne contredisent pas les objectifs d'autonomie. Les ministères adoptent un rythme nouveau, plus lent mais plus cohérent. La transparence budgétaire, paradoxalement, s'améliore. La publication trimestrielle des dépenses liées à la sécurité renforce la crédibilité interne du gouvernement. Ibrahim Traoré présente ce système comme un apprentissage collectif. Nous avons remplacé la précipitation par la précision. Ensuite, sur le terrain économique, le contrôle renforcé des flux miniers entraîne une remontée de 12% des recettes publiques en un an. Les revenus de l'or, redistribués vers les infrastructures rurales, permettent la réhabilitation de 400 km de routes et la réouverture de 60 écoles. Pourtant, les prix du carburant et des denrées augmentent de près de 20%, conséquence directe des sanctions et du ralentissement des échanges. La population accepte ce coût comme un passage obligé, une taxe de souveraineté. Dans la société civile, les effets sont ambivalents. La confiance envers l'armée atteint un niveau record. 72% des citoyens la considèrent désormais comme protectrice plutôt qu'intrusive. De l'autre côté, la presse indépendante se replie. Certains journalistes se tournent vers la radio communautaire pour contourner la censure implicite. Dans les universités, les débats persistent, prudents mais réels. Les jeunes citent Ibrahim Traoré aux côtés de Sankara et Lumumba, comme symbole d'une indépendance regagnée à la main nue. Sur la scène internationale, la résonance est immédiate. Le Mali et le Niger officialisent des patrouilles conjointes et signent un accord de partage aérien.
La Mauritanie s'en inspire discrètement pour sécuriser sa frontière orientale. Moscou et Pékin multiplient les propositions de coopération technique, tandis que les capitales européennes hésitent entre sanctions ciblées et dialogue conditionné. La notion de souveraineté stratégique se répand dans les notes diplomatiques du Sahel. Ces 4 dimensions forment un ensemble cohérent mais fragile. Le Burkina Faso a gagné en stabilité, mais au prix d'une vigilance permanente. Le mot sécurité est devenu à la fois promesse et fardeau. Dans les rues de Ouagadougou, on entend encore cette phrase, à la fois fière et inquiète. Nous sommes protégés, mais surveillés. C'est là le paradoxe fondamental du modèle Traoré, un système capable de défendre la liberté, mais toujours menacé par l'excès même qui la garantit. Si l'on prolonge la courbe des événements sur les 12 prochains mois, 3 possibilités se dessinent pour le Burkina Faso. La première envisagerait une stabilité vigilante. Le pays maintient son cap actuel. Contrôle des frontières, partenariats sélectifs, investissements locaux prudents. L'État consolide sa légitimité interne, soutenu par une majorité de citoyens convaincus que la discipline vaut mieux que le désordre. L'économie redémarre lentement, portée par l'or et l'agriculture vivrière. Ce scénario probable suppose que la vigilance reste proportionnée et que la rhétorique de la survie ne se mue pas en dogme. Une deuxième voie imaginerait une ouverture maîtrisée. À partir du second semestre 2025, Ibrahim Traoré pourrait relâcher certains verrous civiques, créer un conseil du renouveau national et autoriser des forums régionaux sur la gouvernance. Les flux économiques se diversifient grâce à des partenariats avec le Brésil et l'Inde, tandis qu'un corridor ferroviaire Mali-Niger-Burkina relance les échanges intra-africains. Dans ce cadre, la discipline devient laboratoire d'un modèle souverain, mais perméable, une Afrique qui s'ouvre de l'intérieur. Une troisième hypothèse envisagerait une usure autoritaire. Sous la pression conjuguée des sanctions, de la fatigue sociale et du repli diplomatique, la vigilance se transforme en rigidité. Le contrôle de l'information s'accentue, les critiques sont assimilées à des menaces, la jeunesse se désengage, l'économie s'asphyxie, la corruption renaît sous de nouveaux habits. Dans ce scénario, le bouclier devient cage, la discipline se fige en citadelle. Face à ces 3 trajectoires, une seule question de méthode subsiste. Si la peur fonde la cohésion, que reste-t-il lorsque la peur s'éteint ? Les conseillers d'Ibrahim Traoré en débattent déjà. Certains prônent la pédagogie, transformer la discipline en conscience civique. D'autres redoutent que la détente n'ouvre la porte à l'ingérence. Le président lui-même parle de endurance politique, non de victoire. Car dans cette équation mouvante, la survie n'est pas un état. C'est un exercice quotidien d'équilibre entre ouverture et défense. Derrière les chiffres et les doctrines, il y a des visages. Dans les rues de Ouagadougou, un chauffeur de moto-taxi raconte qu'il ne craint plus la nuit. À Kaya, une institutrice dit qu'elle enseigne à nouveau sans écouter les rumeurs de tirs. Ces témoignages minuscules traduisent mieux que tout graphique ce que représente la transformation en cours. Un passage de la peur à la discipline, de la discipline à la fierté. Pourtant, chacun sent que l'équilibre reste fragile. Les étudiants murmurent entre eux que la liberté a changé de ton. Les journalistes préfèrent parler d'ajustement plutôt que de censure. Et dans les familles, les discussions autour d'Ibrahim Traoré divisent sans rompre. Certains y voient le soldat d'une renaissance, d'autres un gardien trop zélé. La vérité souvent se loge entre ces 2 perceptions. Pour le spectateur extérieur, ce moment du Burkina Faso agit comme un miroir. Car la question qu'il pose, comment défendre sans enfermer, dépasse les frontières. Chaque société, qu'elle soit africaine ou non, connaît cette tension entre sécurité et souffle critique. Le Sahel ne fait que la rendre visible. À travers cette histoire, l'invitation est claire. Ne pas juger trop vite,
mais observez comment une communauté tente de se reconstruire sous pression. Les révolutions ne se mesurent pas à leurs cris, mais à la façon dont elles apprennent à parler bas sans se taire. Et si la vigilance peut devenir une habitude, elle peut aussi se transformer en maturité. Dans cette nuance réside peut-être la plus grande leçon d'Ibrahim Traoré. La souveraineté n'est pas un geste héroïque, mais une endurance partagée. À ce stade du récit, la question n'est plus seulement comment défendre, mais que faire ensuite. Ibrahim Traoré, conscient de la fatigue née de la vigilance, amorce une phase nouvelle, celle du redressement constructif. Son entourage la résume en 5 axes. D'abord, institutionnaliser la vigilance. Un Conseil national du renouveau doit réunir citoyens, syndicats et forces armées pour mesurer l'efficacité des réformes sans attiser la méfiance. L'objectif est de transformer le réflexe défensif en réflexe civique. Ensuite, relocaliser la valeur. Les ressources minières et agricoles seront exploitées par des coopératives mixtes, encadrées par un fonds souverain chargé de redistribuer les recettes vers les infrastructures et les écoles. Cette politique vise à remplacer la dépendance aux capitaux étrangers par une chaîne locale de production et d'entretien, puis ouvrir des fenêtres contrôlées. Le Burkina Faso prévoit des accords techniques avec des partenaires non alignés, Brésil, Inde, Iran, dans le domaine de l'énergie solaire et des technologies de sécurité civile. Objectif : réduire l'exposition politique tout en préservant le flux de compétences. Aussi, réancrer la confiance. Des forums locaux de parole seront créés afin que les citoyens expriment leurs revendications sans craindre la répression. Le principe est simple. Mieux écouter pour éviter d'avoir à contrôler. Enfin, régénérer la jeunesse. Un programme éducatif bilingue met l'accent sur la formation civique et scientifique. Le but n'est plus seulement de défendre le territoire, mais de produire les esprits capables de le reconstruire. Ces mesures tracent une route prudente, faite de contrepoids plutôt que de rupture. Elles marquent le passage de la discipline à une culture de résilience active, où la force d'Ibrahim Traoré ne réside plus dans le fer ni dans les murs, mais dans l'art de transformer la peur en organisation. Dans le silence de la capitale, le récit revient à son point d'origine. Les vents du Sahel soufflent à nouveau sur Ouagadougou, mais cette fois, ils charinent moins de poussière que de mémoire. Ibrahim Traoré, désormais figure plus que dirigeant, incarne l'épreuve d'une nation qui s'est découverte vulnérable et, dans cette vulnérabilité même, forte. Le soldat qui avait promis des boucliers a fini par forger un miroir, celui où le Burkina Faso se regarde et s'interroge. Les rues ne sont plus pleines de cris ni de défilés, mais de gestes sobres. Un enseignant qui ouvre sa classe, un fermier qui entretient sa route, une femme qui écoute les nouvelles du soir sans craindre les sirènes. La révolution a perdu sa voix d'orage, mais gagné une respiration. Au-delà des chiffres et des discours, c'est peut-être ici que réside le sens véritable de cette transformation. Non dans la pierre, mais dans la continuité du souffle collectif. Le pays n'a pas trouvé la paix parfaite, seulement la maturité d'en reconnaître le prix. Et dans cette lucidité, l'héritage de Sankara trouve un écho discret, celui d'une liberté devenue discipline, tenue non par la peur, mais par la volonté de durer. Le destin du Burkina Faso, tel qu'il s'écrit sous Ibrahim Traoré, dépasse les frontières d'un pays. Il questionne la manière dont chaque peuple, petit ou grand, définit sa sécurité sans renoncer à son souffle. Dans un monde où la dépendance se déguise en coopération, la vigilance devient une forme moderne de liberté. Mais aucune forteresse ne peut survivre si elle ne laisse pas passer la lumière. Alors, que faire de cette leçon ? Peut-être simplement en parler, partager, débattre, interroger sans hâte ce que signifie être souverain à l'heure des réseaux et des influences invisibles. Ce n'est pas un mot d'ordre, mais une invitation. Comprendre avant de juger, relier avant de condamner. L'histoire du Burkina Faso n'est ni un modèle,
ni un avertissement. Elle est un miroir où chacun peut lire sa propre tension entre sécurité et ouverture. Et si le courage est si contagieux, alors il suffit qu'une poignée d'hommes et de femmes refusent de plier pour que l'idée de liberté, une fois encore, se remette à respirer.